Salut à toi, dans cette nouvelle vidéo, on va parler du Spiro Tiger Go, un outil d'entraînement respiratoire. On va parler de comment ça marche, on va parler de en quoi il est différent des autres appareils respiratoires qu'on trouve sur le marché et on va aussi parler de comment l'utiliser, quoi faire au début, quoi pas faire au début. On va parler des bases, on va parler un petit peu de l'entraînement plus loin également, mais vraiment l'idée avec cette vidéo, c'est de donner les bases, pourquoi ça marche, comment ça marche et ensuite comment commencer à l'utiliser. Donc, comme je disais, le Spiro Tiger Go, c'est un outil d'entraînement respiratoire qui a été créé par Idiag, une entreprise suisse. C'est un outil qui permet d'entraîner la coordination et l'endurance respiratoire au travers de certains volumes et certaines fréquences. Donc déjà, comment ça marche? Donc déjà, on a un sac. Ici, j'ai un sac de 5 litres. J'ai mis un petit clip pour réduire un petit peu ce volume à peu près 4 litres 5. Le sac, on a également une valve ici, je vais le démonter comme ça on va pouvoir voir plus en détail. Donc là on a le moniteur et à l'intérieur ici, on ne le voit pas très bien ici à la caméra, mais il y a un petit aimant et si on entend ici, on a une petite valve à l'intérieur ici. Si je le démonte, on a cette petite valve qui se place ici et qui bouge librement dans un sens et dans l'autre. Ici on a simplement ce petit tuyau qui vient se fixer dessus ici, donc très simplement, mais on entend la valve qui bouge et ce qui se passe, c'est que quand on met l'appareil ensemble, cette valve est maintenant tenue par les petits aimants, on n'entend plus bouger et ce qui va se passer, c'est qu'on va entendre un clic une fois qu'on a terminé l'expiration complète ou terminé l'inspiration complète. On va donner un petit exemple pratique ici. Déjà, je gonfle le ballon et ensuite je vais faire une inspiration et une expiration et on va entendre le petit clic dans les deux sens. Donc on entend le petit clac à la fin, c'est simplement que quand j'ai complètement inspiré, quand le ballon est vide, ça va cliquer dans ce sens-là et ça va me permettre de prendre un petit peu d'air frais. Et dans l'autre sens également, quand le ballon est plein, je ne vais plus pouvoir pousser d'air dans le ballon, l'air va sortir par la valve, je vais entendre le clic. Ça me dit que j'ai bien terminé mon expiration et mon inspiration et mon expiration avec le volume donné. Et donc le moniteur, comme je disais avant, qui permet de travailler avec la fréquence et différentes fréquences pendant différents intervalles de temps. On ne va même pas utiliser le moniteur aujourd'hui, on va juste se focaliser sur l'outil qu'on peut utiliser d'ailleurs sans allumer l'appareil. Voilà, pour la suite, en quoi est-il différent des autres appareils respiratoires? Déjà, une chose importante, c'est qu'avec le sac et le fait qu'on réinspire, en fait, ce qu'on a expiré, c'est qu'on réinspire notre CO2. Pourquoi c'est important? Parce que quand on est au repos, donc comme je suis maintenant, pendant qu'on est, alors on va y partir dans l'autre sens, pendant qu'on produit un effort, pendant qu'on s'entraîne, on va produire bien sûr du CO2 de par la respiration cellulaire tout simplement. Et donc c'est important d'expirer ce CO2 pour maintenir l'homéostasie, pour maintenir le niveau d'acidité, pour maintenir le pH dans le corps, etc. Mais quand on est au repos, on ne va pas produire beaucoup de CO2 et si on hyperventile, donc respirer beaucoup ou plus qu'il ne faudrait par rapport à l'état d'effort ou le taux d'effort qu'on fournit, on va très vite se retrouver dans un état d'hypocapnie qui veut simplement dire des niveaux de CO2 qui sont trop bas, on va avoir la tête qui tourne. Pense à quand tu souffles sur un feu pendant longtemps, tu vas avoir la tête qui tourne simplement parce que tu as trop respiré, tu as trop expiré de CO2. Donc, on ne veut pas arriver dans cette situation-là, sinon ça ne va pas nous permettre de continuer de respirer pendant une période prolongée. Et donc, de réinspirer son CO2, ça permet de maintenir des niveaux de CO2 normaux. Et avec la valve, on a aussi un petit peu d'air frais qui peut rentrer également. Mais donc ça, c'est la grande différence avec la majorité des autres appareils respiratoires qui existent sur le marché, c'est qu'on va pouvoir faire ça pendant un certain temps, pendant très longtemps si on veut, alors que les autres appareils, si on respire même 15, 20, 30 respirations forcées au repos, on va se retrouver encore une fois dans un état d'hypocapnie et on ne va pas pouvoir continuer, alors que là, on peut vraiment travailler en endurance, en coordination pendant de longues périodes de temps. Et ce qu'on va pouvoir faire aussi, ce qui est très intéressant avec cet outil par rapport aux autres, c'est travailler avec des volumes spécifiques à chacun, en sachant qu'avec un petit test de spirométrie, comme je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, en utilisant un spiromètre comme celui-ci, on peut déterminer la capacité pulmonaire de quelqu'un en quelques secondes. Et avec ces volumes-là, on va pouvoir déterminer quoi travailler, quand travailler, pourquoi travailler
avec cet appareil. Donc, c'est spécifique à chacun. Il y a plusieurs tailles de ballons. Si je ne me trompe pas, il y a 2,5, 3, 3,5 et ensuite 5. Et on a aussi un petit clip qui nous permet d'avoir des volumes intermédiaires avec lesquels on peut travailler. Donc ça, c'est vraiment la différence entre cet appareil-là et les autres appareils. Une note aussi, parce qu'il ne fait pas tout cet appareil. La majorité des autres appareils respiratoires fonctionnent avec une histoire de résistance. Donc une résistance sur l'inspiration ou sur l'expiration ou sur les deux. En général, avec simplement, si on veut, un trou qui restreint le flux d'air et qui va nous forcer à respirer plus fort. Donc, on peut parler de force inspiratoire, force expiratoire, puissance expiratoire, si on met la notion du temps là-dedans également, qui sont des notions importantes, qui sont des paramètres à travailler également, mais on le verra un petit peu plus tard dans l'explication. À mon avis, en termes de spécificité, en termes de transfert dans des activités physiques, dans la performance sportive, travailler avec le volume et la fréquence est beaucoup plus spécifique et beaucoup plus intéressant. Si on pense même sur un effort très très court de 2 minutes, par exemple, je pense à un Fran en CrossFit pour les meilleurs qui font ça en 2 minutes, peut-être 3 minutes pour un niveau intermédiaire ou avancé. Si on respire à 40 ou 45 respirations par minute, comme on va être vraiment pied au plancher, on se retrouve à faire 120 ou plus cycles respiratoires pendant cet intervalle de temps. Et si on pense à un entraînement de force, donc qui serait un 1RM ou un 5RM avec une résistance, comme je disais avant, avec un de ces petits appareils qui permet de faire, de faire une respiration résistée. Si on parle de force et on parle ensuite de transfert d'un 1RM ou d'un 5RM sur un 120RM, qui est vraiment ce qu'on va retrouver pendant un effort, le transfert, certes, il va y en avoir un. Certes, c'est important de renforcer son diaphragme et ses muscles inspiratoires et expiratoires. Mais à mon avis, encore une fois, la coordination et le volume et la fréquence sont beaucoup plus importants dans ce contexte-là. Comment l'utiliser? Je vais utiliser pas mal l'analogie avec le rameur. Je pense que c'est une bonne analogie du fait que le rameur, c'est une modalité que j'adore. C'est vraiment un outil que j'adore utiliser. Mais quand on commence à l'utiliser, ça peut être un petit peu compliqué. On a l'aspect technique du rameur en soi, donc comment bouger sur le rameur, comment segmenter son mouvement, d'abord les jambes, ensuite le tronc, ensuite les bras, comment faire le retour, comment respirer, le catch, donc quand on est tout devant, on a le moniteur avec plusieurs valeurs numériques, on a le split, on a les SPM, strokes per minute, donc la fréquence de coups, les coups par minute. Toutes ces choses-là prennent un petit peu de temps au début quand on apprend à utiliser l'outil. Et je pense que c'est pareil avec un outil comme celui-ci. Il faut se donner le temps de maîtriser les bases avant de commencer à ajouter de l'intensité, de la fréquence, beaucoup de volume, etc. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler des bases, comment commencer avec cet outil. Et dans des vidéos futures, et d'ailleurs je vous encourage, si vous avez des questions spécifiques par rapport à l'entraînement, mettez-les dans les commentaires. Je ferai des vidéos à l'avenir pour parler de tous ces détails-là. Aujourd'hui, on va vraiment couvrir la base, comment commencer à l'utiliser. Et donc l'aspect le plus important à mon avis, quand on commence à utiliser cet outil-là, c'est la mécanique respiratoire, donc la technique. En gros, comme on veut apprendre la technique sur le rameur avant de s'envoyer sur un 2000 mètres à fond, on va apprendre à utiliser cet outil, on va apprendre à respirer du côté technique avant de commencer à ajouter encore une fois de l'intensité, de la fréquence, etc. Donc la meilleure façon de commencer à mon avis, c'est d'être assis comme je le suis maintenant. J'ai attaché une bande ici à mon bureau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de ne pas détruire mon bureau. Voilà. Je vais passer la bande ici et juste pour vous montrer, je passe la bande donc à peu près au milieu du dos. Et ce que ça va me donner, c'est un petit feedback tactile par rapport à comment et où je veux respirer. Donc ça, c'est la première chose. Assis, sans support au niveau du dossier, donc je reste libre à ce niveau-là, mais je suis assis et j'ai la bande qui me donne un petit feedback tactile qui va m'aider à bien respirer. Comment on veut respirer avec cet appareil? De manière générale, de toute façon, on veut essayer d'utiliser tout le volume qu'on a à disposition dans notre cage thoracique et dans nos poumons. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est inspirer vers le bas avec le diaphragme. Donc, en sachant que le diaphragme, quand on est au repos, quand on a complètement expiré, donc si j'expire, mon diaphragme se dôme, il monte, il se relâche. Donc, il est en position relâchée, relaxée. Et quand j'inspire, il va tirer vers le bas, il va s'aplatir. Okay, et donc, ce qu'on veut, c'est avoir cette idée d'inspiration vers le bas. On veut tirer le diaphragme vers le bas et en même temps, on veut remplir son dos. Okay, on veut essayer d'inspirer de manière horizontale
et vers le bas. Ce qu'on veut éviter, c'est utiliser les épaules. Donc, je vais faire une petite démonstration sans appareil. Ensuite, je le ferai avec. Donc, une bonne respiration. Je vais faire une inspiration et une expiration en utilisant mon diaphragme, en essayant de gonfler mon dos, en poussant contre la bande que j'utilise ici comme feedback tactile. Donc, ça donne ça. Donc, je sens vraiment que je me gonfle ici, je me gonfle à 360 degrés, je tire vers le bas, je fais de l'espace pour que l'air rentre. Et quand j'expire, simplement dans l'autre sens. Alors que si je vais le faire maintenant de manière exagérée avec une extension thoracique, encore une fois, ou une extension lombaire exagérée, et je vais inspirer ici, et on va voir tout de suite la différence. Complètement différent, ok. Et ici, ça va être assez superficiel comme inspiration. Je ne vais pas pouvoir complètement remplir mes poumons du fait de ma position. Et donc, on veut vraiment renforcer et encourager cette bonne mécanique respiratoire, cette technique respiratoire, surtout quand on commence à utiliser ça. Et ça, je vais le répéter plusieurs fois parce que c'est vraiment important qu'on se concentre sur cet aspect-là. Encore une fois, comme sur le rameur, on veut apprendre à ramer comme il faut avant de s'envoyer dans le mur avec. Et donc, ça va toujours être important de maintenir ou de garder la technique respiratoire, la mécanique respiratoire comme baromètre de progrès. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui, si on a la mécanique respiratoire qui reste en place, qui tient bien la route. Si on commence à perdre notre mécanique respiratoire, notre habilité à bien respirer, eh ben, on va vouloir peut-être revenir d'un ou deux crans par rapport à notre progression qu'on a décidé ou qu'on a établi auparavant et bien s'assurer qu'on maîtrise la technique à tous les différents stades de progression. Avec l'appareil, ça va être encore une fois la même chose. Je vais gonfler mon ballon. Et donc là, j'entends le clic à chaque fois, inspiration, expiration. Donc je remplis et je vide mon ballon. J'inspire dans la bande, j'inspire vers le bas avec mon diaphragme. Maintenant, je vais exagérer, je vais le faire avec les épaules, ce qu'on ne veut pas voir. Donc, on veut éviter de respirer comme ça parce qu'on va utiliser notre trapèze, notre nuque. Et bien sûr, c'est des muscles accessoires de respiration, mais on ne veut pas qu'ils deviennent les muscles principaux ou primaires. Donc, on veut vraiment se focaliser sur le diaphragme et sur le dos dans un premier temps. Et on va commencer avec une fréquence libre. Donc, on ne va pas mettre de fréquences préétablies sur lesquelles travailler. En général, je recommanderais de commencer avec entre 60 et 75% de son FEV1, donc on a établi avec la spirométrie auparavant. On peut aller jusqu'à 85% en sachant que pendant un effort, et ça on y reviendra tout à l'heure, mais pendant un effort, on va vouloir en général bouger entre 60 et 85% de son FEV1 en continu, avec des pourcentages plus hauts à des fréquences plus basses, bien sûr, parce que quand on arrive vers 45, 50 respirations par minute, ça va être difficile de bouger beaucoup d'air très très vite. Bien sûr, c'est une compétence, c'est une technique, c'est un aspect technique ou c'est une compétence au sens propre. C'est quelque chose qu'il faut entraîner pour y arriver. C'est quelque chose qui va bien sûr avoir un transfert conséquent sur les performances, étant donné que si on peut bouger plus d'air, on peut recharger plus d'oxygène et donc on peut continuer à fournir plus de travail de manière coordonnée. Mais donc on veut commencer entre 60 et 75%. Sans fréquence cible. Donc le but au début, c'est entre 10 et 20 minutes de travail par séance, donc de travail respiratoire, sans compter les temps de repos. Et je dirais entre 2 et 5 fois par semaine sur les 2 premières semaines, avec cette idée-là de simplement maîtriser la technique de respiration et simplement arriver à vraiment bien gérer ce volume en inspiration, en expiration de manière continue avant de se lancer dans des protocoles plus poussés ou plus spécifiques avec des fréquences données, avec différentes positions de travail. Encore une fois, j'aborderai ça rapidement après. Mais donc, un exemple de séance pour commencer serait première séance, par exemple, avec 10 minutes de travail effectif, on ferait 5 intervalles de 2 minutes de respiration avec 1 minute de repos à chaque fois, à 70% du FEV1. Pour ma part, j'ai un FVC de 6,5 litres et un FEV de 5,2 litres. Et donc, je commencerai vers 3,5 litres et je progresserai au fil des séances. Comme on progresse de manière linéaire ou comme on progresse toute autre modalité de travail, je pense que c'est important de se rappeler que les muscles qu'on travaille là, c'est des muscles. C'est des muscles respiratoires, mais c'est des muscles. Donc, comme tous les autres muscles, on parle de surcharge progressive, on parle d'amplitude de mouvement, on parle de spécificité, on parle d'individualisation, on parle d'adaptation. C'est les mêmes principes
de préparation physique qu'on applique à tous les autres domaines, tous les autres compétences physiques. Et donc, on va faire la même chose. On va simplement progresser ça. Donc, comme j'ai dit, première séance, 5 séries de 2 minutes on, 1 minute off à 70% de son FEV1. Et on peut progresser ça au fil du temps sur quelques entraînements jusqu'à arriver à, par exemple, c'est juste un exemple, 5 séries de 4 minutes de travail avec 2 minutes de repos à 85% de son FEV1, donc 4,5 litres pour moi. Ce serait le maximum que j'essaierais de bouger dans ce contexte-là. Et encore une fois, sans fréquence spécifique, en étant assis, en étant bien supporté ou soutenu au niveau assis. On veut se focaliser sur l'efficience du mouvement, tout comme on travaillerait sa technique de course, sa technique de squat, on travaille sa technique respiratoire. C'est la base sur laquelle on va pouvoir ajouter de l'intensité, de la fréquence, etc. On peut également, une fois qu'on maîtrise bien l'inspiration, l'expiration et cette mécanique respiratoire, on peut ajouter une extension thoracique et une flexion thoracique sur l'inspiration et l'expiration de manière respective. Donc, sur l'inspiration, je vais vouloir ouvrir un petit peu plus et sur l'expiration, je vais vouloir fermer un petit peu plus. Je donne un petit exemple. Je ne pense pas qu'il faille commencer avec cet aspect-là dès les premiers entraînements parce que on va avoir tendance, encore une fois, comme sur le rameur, si on essaie de faire trop de choses la première fois, ça va faire trop et ça va ressembler à rien du tout. Donc, on commence avec vraiment la base que je vous ai montré avant et on progresse ensuite en ajoutant une extension et une flexion, en sachant que sur l'extension, bien sûr, je fais une extension thoracique, mais je veux quand même tirer mon diaphragme vers le bas. Ce n'est pas parce que je suis monté ici que je vais respirer seulement ici. Donc, si on ajoute ça, ça donne à peu près ça. Mais j'essaie toujours de respirer dans mon dos, j'essaie toujours de tirer mon diaphragme vers le bas. Mais encore une fois, on va peut-être ajouter ça après 4, 5, 6 séances, comme je l'ai dit au début, une fois qu'on a bien maîtrisé la technique respiratoire. Donc, une fois qu'on a passé ça, on peut bien sûr progresser la position. Avant même, encore une fois, de parler de fréquences spécifiques, d'entraînement, etc., on peut progresser la position dans laquelle on respire. Là, je suis assis. Je peux me mettre sur un genou, je peux me mettre debout, je peux me mettre en split squat, je peux me mettre au fond d'un squat, je peux me mettre dans la position du catch sur le rameur. Donc, on peut ensuite développer cette technique respiratoire et même cette amplitude respiratoire parce qu'on va le sentir si on le fait bien. On va sentir notre cage thoracique qui s'élargit, qui s'étend, qui s'écarte. Il y a un aspect mobilité à ça, bien sûr. On sait bien sûr que la mobilité thoracique va avoir un impact sur notre capacité à bien respirer, mais au travers de ça, on va également pouvoir développer cette mobilité thoracique pour se faire plus de place, pour mieux respirer et pour utiliser pleinement la place qu'on a au niveau de notre cage thoracique. Mais encore une fois, on peut faire ça dans des positions très spécifiques. Peut-être que quelqu'un a de la peine à respirer en handstand, par exemple. Donc, peut-être pas commencer à l'envers la première fois, mais est-ce qu'on peut se mettre debout avec peut-être une barre qui est juste à hauteur des mains quand on a les bras tendus, pousser dans la barre et respirer avec ça et voir si on arrive à mieux inspirer, mieux expirer ou peut-être faudra bien sûr commencer à des volumes plus bas. Dès qu'on change de position, on est d'accord, on garde ça en tête. Dès qu'on change de position, dès qu'on part de la position assise, qu'on se met dans des positions spécifiques, on va très certainement devoir commencer avec des volumes plus bas, étant donné que ces différentes positions vont restreindre notre capacité à inspirer et expirer propre à ces différentes positions. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire 2-3 pas en arrière, commencer avec un volume un petit peu plus bas qu'on arrive à maîtriser et ensuite progresser gentiment dans ces différentes positions. Mais je pense qu'au niveau mobilité, ça va avoir un impact conséquent. Au niveau respiratoire, ensuite, sur les performances, ça va avoir un impact conséquent aussi. Et donc, à utiliser, encore une fois, d'abord au niveau mécanique, d'abord au niveau technique, avant de passer au reste. Encore une fois, les volumes sont toujours propres à l'individu et à la position dans laquelle il se trouve. Donc, il n'y a pas de, on va dire, de programme général pour tout le monde. C'est vraiment, on se met en contexte, on regarde ce que la personne peut faire avec, comme j'ai dit avant, la spirométrie.
et on base notre travail là-dessus. Mais encore une fois, on est flexible, on ajuste d'après ce qu'on voit, comme on le fait avec toutes les autres choses. Peut-être qu'un programme nous dit de commencer un squat à tant de pourcents, mais peut-être que pour cette personne-là, ça ne joue pas. Donc, on va ajuster. Pareil avec ça, comme toutes les autres modalités d'entraînement, on reste flexible. Maintenant, une fois qu'on a couvert ces bases au niveau technique, on peut commencer à parler endurance et coordination avec des fréquences spécifiques. Donc, comme je l'ai dit avant, on va rester avec des volumes entre 85 et 60% du FEV1. Pourquoi je le dis à l'envers? Parce que plus on avance avec les fréquences, plus on va haut en fréquence respiratoire, plus on va avoir un volume bas. Et en termes de fréquence, en termes de fréquence, on va en général vouloir être entre 18 et 50 respirations par minute, sauf cas particuliers comme le rameur par exemple. Certaines personnes respirent une fois par coup. Donc pour quelqu'un de très haut niveau qui ferait un 2000 mètres par exemple, ils vont en général être entre 34 et 36 coups par minute. Ça veut dire à une fréquence respiratoire qui correspond à ça, donc entre 34 et 36, ce qui ne fait pas beaucoup étant donné que c'est un effort maximal. Donc, ça veut dire qu'ils vont peut-être bouger des volumes plus importants que ce que j'ai noté là dans, encore une fois, cette situation spécifique. Dans le même temps, je sais qu'il y a aussi des rameurs qui respirent 2 fois par coup. Et donc, quand on est à 35 coups par minute, ça fait 70 respirations par minute, ce qui est absolument incroyable. Et là aussi, encore une fois, on ne va pas pouvoir bouger des volumes comme 60% de son FEV1. Et donc, ce que je donne là, c'est des paramètres généraux, mais encore une fois, à explorer et à déterminer pour des cas spécifiques ce qui va être possible et ce qui va être spécifique à ces différentes positions. Donc, entre 85 et 60% de son FEV1, entre 18 et 50 respirations par minute. En termes d'entraînement encore une fois, quand on veut maintenant entraîner la coordination et l'endurance respiratoire, on va vouloir placer entre 2 et 4 séances par semaine, en sachant que c'est du travail qui va être demandé au niveau du système respiratoire, mais pas le reste du corps, bien sûr. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut placer sur des jours de basse intensité, par exemple, après une séance de renforcement musculaire, avant ou après une séance d'endurance un petit peu plus longue, mais de basse intensité. Ce qu'on veut surtout pas, c'est mettre ça juste avant ou juste après une grosse séance avec beaucoup d'intensité au niveau respiratoire et au niveau cardiaque. Donc, juste penser à ça quand on planifie sa semaine. On peut faire ça les jours de repos, les jours de basse intensité, autour du travail du travail de renforcement, du travail d'haltéro, du travail cardio de basse intensité, mais encore une fois, pas autour des gros entraînements avec beaucoup d'intensité parce que ça va avoir un impact à ce niveau-là, au niveau de la fatigue. Et donc, on veut bien sûr privilégier l'entraînement à la fatigue. En termes de temps de travail effectif, entre 15 et 25 minutes par séance. Donc, temps de travail effectif de travail respiratoire. Pour chaque intervalle, on peut aller de 1 à 25 minutes ou plus. C'est vraiment extrêmement variable. On peut faire 1 minute à, je ne sais pas, par exemple 60% à 45 respirations par minute. Ensuite, on peut prendre 3 minutes de repos. Ensuite, on peut faire 5 minutes à, je ne sais pas, je dis des chiffres au hasard, 30 respirations par minute à 85% de son FEV. Ensuite, 2 minutes de repos. Je veux dire, on peut vraiment organiser ça comme on veut. On peut faire des fréquences en continu. On peut faire des paliers montants. Par exemple, si je fais un intervalle de 3 minutes, la première minute, je la fais à 20. Respiration par minute, donc la première minute je la fais à 20, ensuite à 25, ensuite à 35, après je prends 1 minute de repos, après je peux faire 25, 30, 35, etc. Je peux faire des paliers descendants, je peux faire des pyramides, donc sur 5 minutes je peux faire 30, 35, 40, 35, 30 par exemple. Je peux faire, comme j'ai dit avant, des intervalles lents, des intervalles rapides. On peut ensuite aussi mélanger différentes positions là-dedans, donc vraiment on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Mais il faut qu'on pense de manière critique, est-ce que ça a du sens? Pourquoi je le fais? Comment je le fais? De quel point je pars et comment je progresse ça au cours du temps? Mais donc, encore une fois, on veut se focaliser sur le volume, la fréquence, mais toujours avec cet aspect de coordination et de technique respiratoire qui est la base de tout ce qu'on va faire avec cet appareil-là. C'est très très important de se rappeler de ça, on ne veut pas négliger ça. Et donc, on arrive gentiment vers la fin de cette vidéo. Et donc, les 3 erreurs que je dirais qu'il faut absolument pas faire, c'est négliger la technique. Je l'ai dit pendant toute la vidéo, mais je le redis encore une fois, on ne négligera jamais la technique respiratoire parce que comme toutes les autres choses, on parle d'efficience, on parle efficience de mouvement, économie d'énergie également.
tout comme on veut peaufiner et utiliser la meilleure technique possible dans notre squat quand on fait des thrusters, si on parle de CrossFit, tout comme on veut peaufiner et maintenir sa technique de course si on a un coureur ou un triathlète, etc., eh ben, on va vouloir faire la même chose avec ce type d'entraînement. On va vouloir toujours privilégier le travail technique, la technique en elle-même, la mécanique respiratoire avant d'ajouter volume, intensité, fréquence. Deuxième erreur à ne pas faire, ne pas sauter les étapes. Donc là, j'ai vraiment parlé de la première étape de manière assez longue, mais on veut vraiment passer du temps. On veut passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines à vraiment maîtriser cette base. On peut commencer à explorer différentes positions de travail après 2 ou 3 semaines, à mon avis, si on fait bien le travail auparavant. Mais on ne veut pas commencer à rajouter énormément de fréquences, énormément de contraintes à ce niveau-là avant d'avoir vraiment maîtrisé ces bases. Et ensuite, on veut progresser gentiment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne va pas passer de travail mécanique ou travail technique de base à 45 respirations par minute à 70% de son FEV1. On va vouloir progressivement monter dans ces différentes fréquences, explorer, voir où on arrive, où on n'arrive pas. Et encore une fois, comme tout, on ne va pas passer de apprendre la technique on va pas apprendre la technique du rameur pendant 1 semaine et ensuite faire un 1000 mètres pied au plancher parce qu'on sait que ça ne va pas tenir, on n'a pas la base technique, on n'a pas non plus la compétence et la connaissance de l'effort intense en lui-même, et donc on a besoin de développer ça de manière un petit peu plus prolongée, un petit peu plus réfléchie. Donc ne pas sauter les étapes, prenez votre temps pour développer tout ça. Et troisième erreur à ne pas faire, je l'ai dit avant, entraînement respiratoire trop proche des grosses séances d'entraînement qui vont avoir une sollicitation avancée du système respiratoire et de la respiration. On veut bien penser à sa planification de la semaine et on veut organiser ça de manière sensée. Après, on peut tout à fait se dire que quand on fait des séances plus poussées, plus avancées, quand on a un niveau plus avancé aussi de compétences avec la machine, avec l'outil, on peut faire des séances intenses qui vont être demandantes. On va transpirer, on va bosser dur. Et là, on peut commencer à considérer ça comme du travail de moyenne intensité. Encore une fois, à réfléchir au niveau de la planification, soit pour soi-même, soit avec son coach. Toujours avoir conscience de ça. Donc voilà, on arrive gentiment à la conclusion. On n'est pas allé dans beaucoup de détails en termes d'entraînement spécifique. Encore une fois, posez vos questions dans les commentaires et je ferai d'autres vidéos sur le sujet avec cet outil-là. Mais pour conclure, je pense que c'est un outil parmi tant d'autres. D'accord ? Ce n'est pas le seul outil, ce n'est pas la seule chose à laquelle il faut penser. Il y a toutes les autres choses qu'il faut considérer aussi. Ça, c'est, je pense, un aspect de la préparation physique. Je pense, à mon avis, un aspect important de la préparation physique, surtout pour les sportifs d'endurance, sport intermittent, foot, rugby, hockey, etc. CrossFit également, qui a des demandes qui sont considérables au niveau du système respiratoire et de l'endurance de manière générale. Donc, je pense que pour ces différents sportifs-là, pour ces différents athlètes-là, il y a un vrai bénéfice. En tout cas, explorer, apprendre à mieux maîtriser, développer ses compétences respiratoires et ensuite, encore une fois que la première étape a été faite correctement, de pouvoir progresser ça vers plus d'intensité, plus de fréquence, plus de volume et développer vraiment son système respiratoire, tout comme on développe son système musculaire, tout comme on développe son système cardiovasculaire, etc. C'est une partie importante de la performance et à mon avis, il ne faut pas la négliger. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo sur le SpiroTiger et comment utiliser ces outils respiratoires à l'entraînement. Encore une fois, je vous encourage à poser toutes vos questions sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre directement ou de faire d'autres vidéos qui vont dans la lignée de celle-ci ou qui vont continuer sur la base de celle-ci. Et quoi qu'il arrive, bonne journée à toi et à bientôt. Ciao, ciao.